Alors, on peut commencer à rappeler que le droit du travail, c'est un droit extrêmement concret, extrêmement quotidien, qui concerne 90% de la population active. Hein. Donc, on ne parle pas, quand on parle du droit du travail, de quelque chose d'épisodique ou d'exceptionnel qui concerne une toute petite partie de la société. Ça concerne l'ensemble de la société, ça concerne la masse des gens. 90% de la population active est salariée, hein. Donc elle n'est pas indépendante, elle n'est pas... voilà, c'est bien salarié. Donc c'est un droit concret, quotidien, qui concerne tout un chacun dans sa rémunération, dans son temps de travail, dans ses temps de repos, dans ses pauses quotidiennes, dans ce que doivent installer les employeurs en termes de vestiaires et de toilettes dans les entreprises, etc. C'est très 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 concret. Hein. Et donc le droit du travail regroupe tous ces aspects-là. Donc droit quotidien. Je rappelle aussi que 90%, pourquoi 90% de la population active est salariée, c'est parce que la majorité, l'immense majorité de la population n'a que le fait de vendre sa force de travail pour vivre. Vous n'avez pas 90% des gens qui peuvent vivre sans travailler. Donc à partir de là, voilà, on se situe dans des rapports sociaux qui sont forcément inégalitaires. Toute une partie de la population a besoin de travailler pour vivre, et qui sans travail ne pourrait pas s'en sortir. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est plus précisément qu'un contrat de travail? Le premier élément d'un contrat de travail, c'est le lien de subordination. C'est un lien de subordination. Je pense qu'il faut le marteler parce qu'on a l'impression d'entendre, que ce soit dans les médias ou les débats actuels, que finalement tout le monde est égaux dans les entreprises et tout le monde s'entend bien. Non, non, c'est d'abord le salarié, lorsqu'il signe un contrat de travail avec son employeur, il se met sous la subordination de son employeur. C'est pas idéologique de dire ça, c'est la réalité juridique. Hein, c'est une réalité, j'insiste bien, hein, c'est une réalité juridique. Juridiquement, vous n'avez aucun salarié en France, je dis bien aucun salarié en France, qui décide du début de son contrat de travail, qui décide du début de son embauche, aucun salarié qui décide de ses horaires, vous n'avez aucun salarié qui décide quoi produire, ni comment produire. Aucun. Aucun, même pas les cadres dirigeants, hein, qui sont aussi sous la subordination de leur employeur. Donc voilà, on est sur un rapport salarial qui n'est pas un rapport d'égal à égal, c'est un rapport de subordination. Hein. Et l'entreprise, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre, un lieu de citoyenneté où on dialogue tranquillement et on discute avec l'employeur sur la meilleure façon de gérer l'entreprise. Non, une entreprise, c'est un lieu de production où s'exercent des rapports de production et pas de rapports de citoyens qui discutent d'égal à égal. Je pense qu'il faut vraiment sortir de cette idée-là. Vous n'avez même pas non plus une organisation syndicale d'entreprise, quelle qu'elle soit, qui a le pouvoir de gestion d'une entreprise. Hein, pourquoi? Parce qu'en régime capitaliste, vous avez un droit de propriété, et le droit de propriété des entreprises, selon ce droit-là, ça appartient à l'employeur qui seul a la maîtrise de la gestion et de l'organisation d'entreprise et de l'organisation du travail dans une entreprise. Hein. Aucune organisation syndicale va pouvoir, aucun comité d'entreprise ou je ne sais quoi, va pouvoir dire non, on produit ça et comme ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. J'ai l'air d'enfoncer des portes ouvertes, mais je pense que si on ne remet pas ça au carré, on ne comprend rien, à mon sens, de ce qui se passe. Alors, d'où la vocation historique dont je parlais au début du droit du travail, puisque si ce pouvoir de l'employeur de gestion et d'organisation de travail de tout un chacun s'exerce, évidemment, il faut mettre des contreparties. Et ces contreparties, en gros, c'est ce qui constitue le droit du travail. L'idée, c'est quoi? C'est, ok, le droit du travail a deux vocations. Hein. Il a une vocation de protection de la partie faible du contrat de travail qui est le salarié, mais il a aussi, bien sûr, pour vocation à ce que la société capitaliste fonctionne, bien sûr. Mais le deal, c'est quoi? C'est, ok, tu diriges ton entreprise, je la fais courte, mais en contrepartie, quand même, on va mettre quelques limites à l'arbitraire. Et on va quand même instaurer des règles sur les salaires minimaux, sur les durées maximales du travail, pour pas que ça dérive, pour pas qu'on arrive à une soumission totale du salarié vis-à-vis de l'employeur. S'il n'y a pas ces contreparties en termes de droit, qu'est-ce qui se passe? S'il n'y a pas ces contreparties, on est quasiment dans l'esclavage, quoi. Et puis moins si on n'est pas quelques règles. Donc, le droit du travail, c'est ça, c'est des normes collectives
qui permettent de se prémunir et de garantir le salarié individuel vis-à-vis de ce qui pourrait être l'arbitraire de l'employeur. Et donc, ce sont des règles qui se sont construites, alors elles ne se sont pas construites par magie, bien sûr, hein, elles se sont construites sous l'effet, bien sûr, de l'apparition du fait syndical, sous l'effet de luttes sociales qui se sont développées historiquement. Juste pour quand même comprendre, la première loi sur le travail, elle est très récente dans l'histoire du travail, dans l'histoire de l'organisation du travail, elle date de 1841. Toute première loi qui concerne les rapports de travail. C'est une loi de 1841 qui interdit le travail des enfants de moins de 8 ans. Donc ça vient très tard dans l'histoire économique et sociale en France. Ça vient très très tard, ça vient bien après l'apparition du libéralisme, l'apparition des idées libérales, etc. 1841. Alors, non seulement on interdit le travail des enfants de moins de 8 ans, mais aussi on commence à mettre en place un corps d'inspecteurs du travail, alors, qui va se consolider par la suite, mais on met en place les premières inspections dans les entreprises pour vérifier l'application de ce droit. Et déjà, vous avez déjà le patron de l'époque qui dit que c'est inadmissible, cette intervention de l'État dans nos affaires, etc. Hein, voilà. Donc il faut bien... bon, puis après, bien sûr, sous l'effet des luttes sociales diverses qui se sont enchaînées, hein, je ne refais pas toute l'histoire sociale, voilà, mais bon, le droit du travail a eu plutôt à vocation, pendant un certain nombre d'années, à se développer, à s'étoffer, et à notamment inventer un principe dont on parle beaucoup, qui est le principe de faveur. Je ne sais pas s'il y a besoin qu'on y revienne, mais l'idée du principe de faveur, c'est quoi? C'est plus on se rapproche, plus la source du droit, plus la règle, sa source plus ou moins, va se rapprocher du salarié, plus à chaque fois, ça doit être plus favorable au salarié en termes de droit que le niveau inférieur. C'est pour ça que vous avez le socle commun à tous, enfin, historiquement, la loi, commune à tout le monde. Hein. Ensuite, vous avez tout ce qui concerne les accords collectifs. Alors, vous avez les accords collectifs au niveau interprofessionnel, toutes les professions, hein, organisation syndicale, patronale, toutes les professions interprofessionnelles. Ensuite, doit prévoir plus favorable, avec à chaque fois un plus favorable. Vous avez l'accord de branche. Ensuite, vous avez l'accord d'entreprise, jusqu'au contrat de travail individuel du salarié avec son employeur. Avec à chaque fois le fait de garantir mieux. Pourquoi ça? Pourquoi ça existe? C'est toujours avec cette idée de limiter l'arbitraire individuel d'un employeur vis-à-vis de son salarié, parce que un salarié, lui, il a sa force de travail pour vivre, il n'est pas propriétaire des moyens de production, il ne vit pas de rente boursière ou immobilière, etc. Donc ce serait beaucoup trop facile de le priver de son emploi ou de l'employer dans des conditions catastrophiques. Donc, pour limiter cet arbitraire-là, on a inventé des normes collectives, hein, avec à chaque fois un principe dit de faveur. Et c'est justement ce principe-là, pas uniquement celui-là, mais surtout celui-là, qui, depuis en gros une vingtaine d'années, avec toutes les lois que j'ai rappelées, qui est très largement remis en cause. Avec cette idée que maintenant, plutôt que de protéger le salarié individuel de l'arbitraire, on va chercher plutôt à protéger les décisions de gestion de l'employeur. Le droit du travail va servir à ça. Hein. C'est un outil de gestion, un outil à partir duquel les entreprises vont pouvoir se faire la concurrence. On peut se faire la concurrence entre entreprises sur les droits des personnes. Hein. C'est ça l'idée des lois type El Khomri-Macron. Ça a aussi une deuxième conséquence, et qui pourrait paraître paradoxale, mais plus ces lois qui reviennent sur les droits des salariés arrivent et intègrent le Code du travail, plus le Code du travail prend de l'importance en termes de nombre de pages, en termes de nombre d'articles et de pages. La loi El Khomri, c'est plus 150 pages du Code du travail. Donc quand vous entendez le Code du travail est compliqué, c'est 3000 pages, c'est très long, il ne comprend rien, les pauvres employeurs, etc., il a grossi sous l'effet des dérogations à ces principes protecteurs acquis à chaque fois par la partie employeur et leurs organisations syndicales d'employeurs. Je peux prendre quelques exemples pour juste illustrer. Vous avez un des articles les plus clairs du Code du travail, je ne sais plus lequel, mais qui dit le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. C'est pas compliqué à comprendre. Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche. C'est pas une règle complexe. Bon, derrière, vous avez 50 pages de dérogation pour dire
Alors vous avez la liste des entreprises qui de droit peuvent faire travailler le dimanche, ensuite vous avez les 12 dimanches du maire, ensuite vous avez les dérogations qu'on peut acquérir auprès du préfet pour pouvoir ouvrir le dimanche, ensuite vous avez ceux qui ne peuvent ouvrir que le dimanche matin, etc., plus ceux qui sont dans les zones commerciales, les zones touristiques, etc. etc. Tout ça, c'est des dérogations qui ont été demandées et obtenues par, surtout bien sûr, par le côté employeur. Autre exemple, vous avez aussi une phrase très simple dans le Code du travail qui dit « La relation normale de travail, c'est le CDI ». Donc après ça, vous avez 100 pages de dérogation au CDI. Hein, l'intérim, le CDD, les contrats aidés, les contrats de professionnalisation, enfin voilà, tous les contrats à durée déterminée qui existent, et là on va en inventer encore d'autres, pour déroger à cette règle commune. Donc à un principe protecteur, à chaque fois, depuis maintenant, on va faire des règles en plus qui vont venir s'ajouter à ce qui existe déjà, et puis finalement il y a tellement de dérogations que le Code du travail devient un gruyère et on n'y comprend plus rien, effectivement. Mais il ne faut pas oublier que pour qu'elle s'exerce, pour que ce rapport de subordination s'exerce, il faut du droit, il faut des règles. Le patronat a besoin de règles. Et il lui faut des règles pour garantir son droit de propriété. C'est clair, il lui faut. Donc il faut l'écrire. Et donc à chaque fois, on invente des dérogations.